Épique Époque, regard croisé et illustré pour mieux comprendre les défis de notre temps, des conférences proposées par le Jardin des Sciences en partenariat avec RCF Alsace. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue une nouvelle fois pour cette rencontre mensuelle du Jardin des Sciences hébergée au sein de notre superbe planétarium strasbourgeois. Les habitués connaissent le format, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, cet événement Épique Époque, c'est un cycle de conférences sur des sujets d'actualité ou des grands défis de société adressés par le regard croisé de chercheurs, chercheuses, professionnels de plusieurs disciplines. Cet événement est proposé par le Jardin des Sciences, soutenu par la région Grand Est et vous est offert grâce au partenariat de RCF Alsace. Pour votre plus grand bonheur, vous pourrez réécouter l'intégralité de ces rencontres en podcast sur leur chaîne. La coordination de l'événement est assurée par Margot Zink, chargée de programmation des conférences du Jardin des Sciences. Comme à chaque rencontre, nous avons une illustratrice, Hélène Bléau, qui est présente pour vous faire un compte-rendu visuel de la soirée et que vous pourrez découvrir en fin d'émission et sur les réseaux sociaux du Jardin des Sciences. Un grand bravo à toute l'équipe d'accueil et l'équipe technique du planétarium qui permet d'héberger l'événement. Merci à vous aussi, public, de faire le déplacement les jeudis soirs pour venir à ces rencontres Épique Époque. N'oubliez pas que vous pouvez participer à cet épisode à la fin. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à nos intervenants du soir. Donc gardez-les bien en tête jusqu'à la fin de l'émission. Pour ma part, je me présente, je suis Eléa Eberlé, je suis médiatrice scientifique indépendante et j'ai l'immense plaisir d'animer cette rencontre ce soir, le jeudi 6 mars 2025. Vous l'avez tous plus ou moins constaté, c'est un début d'année qui est marqué par une avalanche d'événements médiatiques qui figureront peut-être un jour dans les livres d'histoire. Et la question qui nous rassemble ce soir a donc une résonance particulière avec l'actualité politique, puisqu'on va se demander comment écrivons-nous l'histoire ? Et comme les sciences historiques, et cette question est assez vaste, il nous fallait au moins 3 historiens et historiennes pour aborder la question. Et donc ce soir, nous accueillons Justine Haudebran, Alexandre Dupont et Déborah Dubalt, qui je vais laisser, et là je vais faire une exception à la coutume, que je vais laisser se présenter eux-mêmes pour nous raconter ce qu'ils font. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu qui vous êtes, où vous travaillez et qu'est-ce que vous faites en tant qu'historien et historienne ? Alors, merci beaucoup. Donc, je suis Justine Haudebran. Je suis docteure en histoire médiévale de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Poitiers en ce moment. Et j'ai fait ma thèse sur les relations entre frères et sœurs du 7e au début du 11e siècle, donc plutôt historienne de la famille. Et je suis également spécialiste de l'histoire du genre, c'est-à-dire, pour le dire en 2 mots, de la construction des rapports sociaux entre les hommes et les femmes. Et je travaille sur un très vaste espace qui couvre globalement l'Europe de l'Ouest dans une perspective comparatiste. Et je ne suis pas spécialiste de tout le Moyen-Âge, qui est une très longue période de 1000 ans. Donc moi, je suis plutôt spécialiste des 4, 5, 6 premiers siècles, ce sont des journées. Donc plutôt du 6e au 11e siècle, ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis Alexandre Dupont. Moi, je suis maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg, à la Faculté des Sciences historiques. Et puis, depuis l'an dernier, je suis aussi membre junior de l'Institut universitaire de France. Je travaille sur l'histoire politique du 19e siècle dans 2 domaines principalement. D'abord dans l'histoire de la contre-révolution, c'est-à-dire des mouvements qui, au 19e siècle, s'opposent à la sortie des anciens régimes, donc des mouvements royalistes et catholiques qui, à l'époque, représentent l'extrême droite du spectre politique. Et puis, je travaille aussi sur l'histoire des internationalismes politiques, c'est-à-dire des solidarités politiques par-delà les frontières, avec une focalisation justement sur ces mouvements royalistes et catholiques et sur les espaces frontaliers. Comment est-ce que ces mouvements dans différents pays s'entraident pour essayer de reprendre le pouvoir ? Je m'intéresse aussi beaucoup, pour finir, à l'histoire de la clandestinité politique, notamment à la question de la contrebande d'armes. Voilà. Merci de cette invitation. Bonsoir à toutes et tous. Je suis donc Déborah Dubalt, je suis historienne des sciences. Je suis une historienne qui travaille à la faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé
de Strasbourg. C'est important de donner tout le nom de cette nouvelle faculté afin de ne pas invisibiliser la maïeutique et les sciences de la santé. Vous comprendrez pourquoi je mentionne ça tout à l'heure. Et mon sujet de recherche, c'est en premier lieu les musées d'histoire naturelle. Et vous le voyez au-dessus de nos têtes, il y a ce très très beau cliché d'un photographe du début de la photographie qui s'appelle Eugène Trutat, qui était un naturaliste photographe et qui a capturé exactement ce qui me préoccupe, à savoir qui travaille dans les musées d'histoire naturelle, qui sont celles et ceux qui sont les petites mains de la préparation des spécimens naturalisés, avec une question en toile de fond qui est pourquoi est-ce qu'il y a des musées scientifiques, pourquoi est-ce qu'il y a des musées d'histoire naturelle. Et c'était on va dire mes premiers sujets de recherche tournaient autour de ça et autour de la question de la production des savoirs. C'est ça finalement la grande enquête de l'histoire des sciences. Plus récemment, j'ai aussi réorienté mon propos vers une autre question qui est plutôt que de chercher à savoir comment on produit les sciences, comment est-ce qu'on produit les savoirs, j'essaye de déterminer, justement en m'appuyant sur le travail des sciences, sur pourquoi les savoirs et la science ont une valeur particulière dans nos sociétés. Est-ce que faire un travail scientifique donne une place plus importante dans les hiérarchies sociales et pourquoi? Et voilà, je m'arrête ici. Formidable. Alors, vous avez tous et toutes le même métier. Vous travaillez sur des périodes différentes. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif de la question, comment est-ce qu'on écrit l'histoire, vous pourriez nous parler un peu de votre quotidien, du matériel sur lequel vous travaillez? Est-ce que vous avez des matériels en commun ou au contraire des matériaux d'études très différents? Si vous pouvez nous en dire deux mots. Oui, bien sûr. Alors moi, je travaille, c'est un peu décevant parce qu'on imagine que quand on est en histoire médiévale, on travaille dans des archives sur des jolis manuscrits. Moi, pas du tout. Je travaille sur des sources éditées par des Allemands du 19e siècle. C'est-à-dire, c'est des Allemands qui ont lu tous les manuscrits et qui en ont produit un texte officiel, si on veut. Alors, bon, c'est pas que des Allemands et c'est pas qu'au 19e siècle. Il y a eu plein de gens qui font encore ça actuellement. Et on retourne un petit peu voir les manuscrits maintenant parce qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas travailler que sur ce qu'ont fait les autres avant nous. Et je travaille donc sur des sources qui sont essentiellement en latin, ce qui est déjà une difficultés spécifiques, et des sources de tout type, c'est-à-dire que je travaille aussi bien sur des chartes, qui sont donc des documents de transaction, du type deux frères qui donnent une terre au monastère d'à côté, que sur des sources narratives, des chroniques qui vont raconter l'histoire des rois, l'histoire de l'aristocratie, et également sur ce qu'on appelle des textes hagiographiques, c'est-à-dire la vie des saints, puisque le Moyen-Âge est très marqué donc, par le christianisme, et la vie des saints est une source extrêmement importante, alors toujours un petit peu difficile d'accès, parce que quand on nous dit le saint a fait un miracle, il a ressuscité quelqu'un, c'est un petit peu difficile parfois en tant qu'historien de pouvoir détricoter et de voir ce qu'on peut en faire, mais on peut aussi voir tout un tas de choses là-dedans, dans les relations de parenté, dans la conception des hommes et des femmes. Donc globalement, pour le dire de manière un peu plus simple, je travaille un petit peu sur tout ce que je peux trouver sur le Moyen-Âge, puisqu'on n'a pas forcément autant de documents qu'on peut l'avoir dans les périodes contemporaines. Oui, ma réponse va être un peu la même que Justine, même s'il y a beaucoup plus de sources au 19e siècle. Moi aussi, les thématiques auxquelles je m'intéresse, qui sont des thématiques qui dépassent les frontières, me conduisent à croiser beaucoup de sources différentes. Je travaille aussi bien sur des sources militaires que sur des sources diplomatiques, sur des sources policières, sur des sources administratives, sur des correspondances, sur des journaux, sur des ouvrages édités, sur des brochures. Bref, je travaille sur tout un ensemble de sources très diverses. Et il me semble que ce qui est intéressant, enfin en tout cas, j'imagine qu'on fait tout ça, mais dans le travail de l'historien ou de l'historienne, ce qui est intéressant, c'est de déconstruire les différents points de vue en les confrontant les uns aux autres. Ça permet de remettre au jour, de dénicher, si vous voulez, des processus et des acteurs qui, parfois, ont été invisibilisés par la façon dont on a raconté l'histoire jusqu'ici. Donc c'est vrai que plus on regarde de sources, plus on les confronte entre elles, plus on s'aperçoit que, eh bien, il y a des choses inattendues qui apparaissent de cette confrontation des sources. La même. Je travaillais aussi en histoire contemporaine, avec aussi une spécialisation en histoire du 19e siècle, même si maintenant j'étends un peu mon champ d'études au 20e siècle. Et bon, le 20e siècle, c'est un âge vraiment de profusion documentaire. Donc en fait, on est plutôt sur une tentative de stratégie de trouver des façons de gérer en fait cette accumulation d'archives.
Et par ailleurs, mon matériau, donc je peux faire la même liste, je ne vais pas la refaire parce que ça deviendrait ennuyeux, mais on peut rajouter à cette liste les catalogues de musées et les inventaires, donc des listes. Alors c'est parfois vraiment très très aride et on se demande des fois ce qu'on peut en faire. Et j'aime aussi particulièrement travailler sur les archives administratives parce que dans les archives de la bureaucratie, on trouve des traces de comptes et de dépenses qui sont vraiment des lieux favoris pour déceler toutes ces petites mains que j'essaye de retrouver. Et aussi, dans mon travail, j'aborde beaucoup la question des objets et des objets de collection qui sont aussi un autre type d'archives, si on peut parler dans ces termes-là. Donc vous travaillez tous un peu de la même façon, mais sur des documents très différents à différentes périodes. Et on voit l'importance du travail de ces historiens pour redécouvrir des choses. Vous parliez tout à l'heure de comment est-ce qu'on réinterprète en fait des choses qui ont eu lieu dans l'histoire. Est-ce que chacun d'entre vous, vous avez un exemple qui vous vient en tête de la période historique que vous couvrez, d'un événement très classique et très connu qui, grâce à vos travaux d'historien, ont été révisés récemment ou revus ? Alors oui, tout à fait. Alors moi, c'est pas mes travaux. Je m'appuie ici sur ce que je vais vous présenter, sur les travaux de deux historiens qui s'appellent William Blanc et Christophe Daudin, qui ont publié plusieurs ouvrages sur le sujet. C'est la question de la bataille de Poitiers en 732, puisque dans les manuels scolaires, jusque dans les années 70, et encore parfois aujourd'hui dans une partie de l'opinion publique, on estime que, je vais expliquer la bataille ensuite, que c'est un affrontement décisif entre des chrétiens d'un côté et des musulmans de l'autre, presque une espèce de choc de civilisation, et que Charles Martel, qui était à l'époque maire du Palais, alors le maire du Palais, c'est une espèce de premier ministre, si on veut, à cette époque, au 8e siècle, aurait mis un stop à l'expansion arabo-musulmane par une grande victoire à Poitiers, et c'est notamment représenté, par exemple, ici je vous ai mis un tableau du 19e siècle, dans une veine très romantique, qui est un tableau de Steuben en 1837, et on voit très bien une opposition entre les chrétiens victorieux, on voit une croix à gauche, et dessous, une vision un peu orientaliste de l'armée arabo-musulmane. Donc ça représente pas mal ce qu'on a parfois comme opinion dans le grand public. Et en fait, ce qu'ont bien montré William Blanc et Christophe Daudin, et plein d'autres avec eux, c'est que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors, il y avait la carte juste avant, si c'est possible de remettre la carte. Super, merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé De quoi parle-t-on ? Les armées du califat omeyyade, alors le califat omeyyade, c'est le nom que l'on donne à cette entité politique qui, vous le voyez, part de l'Arabie en fait et qui va jusqu'en Espagne, qu'on appelle à cette époque Al-Andalus, ce qui donne ensuite l'Andalousie, donc à l'ouest, et jusqu'en Iran à l'est. Donc c'est un immense empire qui s'est créé au 7e siècle. Et les armées arabo-musulmanes ont conquis la péninsule ibérique en 711 de manière assez rapide. Et pas du tout dans une perspective uniquement de pillage, puisque c'était en partie aussi parfois des demandes de l'aristocratie locale qui en fait se servaient des armées arabo-musulmanes pour peser contre le roi ou contre d'autres choses. Et donc, ces armées arabo-musulmanes ont conquis une grande partie du monde méditerranéen. L'islam n'est pas du tout imposé, puisque donc, ce sont des musulmans, mais l'islam n'est pas imposé. Les chrétiens et les juifs conservent le droit de garder leur religion en échange du paiement d'une taxe spécifique. Et qu'est-ce qui se passe en 732 ? Donc, le gouverneur de l'Espagne décide de mener une expédition au nord des Pyrénées qui correspond tout à fait aux pratiques habituelles de ces armées. Mais ce n'est pas une armée d'invasion à ce moment-là, en 732, c'est une armée de pillage. Pourquoi ? Puisque vous le voyez là aussi, donc c'est un empire qui va de l'océan Atlantique jusqu'à l'Iran, donc c'est immense. Et au début du 8e siècle, ils sont à peu près arrivés à la fin de leur possibilité d'extension. L'empire est trop large et on ne peut pas vraiment l'étendre ni à l'est, ni à l'ouest, ni au nord, ni au sud. On est globalement à la limite. Et donc on mène quand même par contre des pillages au-delà de la frontière, histoire de ramener quelques richesses. Et donc ce raid a lieu dans le monde franc, et le duc d'Aquitaine, qui s'appelle Eudes, fait alors appel à Charles Martel. Puisque Charles Martel, donc je le disais, c'était ce maire du palais, cette espèce de premier ministre, il est très puissant, et le duc d'Aquitaine ne peut pas résister seul, il fait appel à Charles Martel. Et Charles Martel, pour lui, c'est une aubaine, puisque ça faisait des années qu'il essayait d'étendre son influence au sud, donc il dit, bien sûr, je vais venir, et il vient avec son armée au sud.
Et il rencontre effectivement cette armée de pillage donc arabo-musulmane. Alors en réalité pas à Poitiers, sans doute au milieu de la campagne entre Tours et Poitiers, donc c'est un endroit où il n'y a pas grand-chose. C'est pas vraiment à Poitiers. Et les armées franques, effectivement, emportent la victoire, mais c'est pas du tout un stop à une expansion, c'est plutôt la fin d'un raid de pillage. Et donc, les armées arabo-musulmanes n'étaient pas du tout comme sur le tableau que je vous ai montré, avec femmes et enfants. C'était juste une armée de pillage. Et donc, on n'a pas du tout une bataille entre deux civilisations, voire pire, entre deux religions. C'est plutôt des affrontements tout à fait classiques entre deux entités politiques, dont l'une essaye de mettre à mal l'autre. Alors, pourquoi le mythe, pour répondre donc à la question s'étend-il? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est un choc de civilisation? Ensuite, voilà. C'est une longue construction historiographique qui vient parfois en partie de Charles Martel lui-même, parce que lui-même s'est servi de cela pour se faire bien voir du pape, en disant « Regarde, j'ai fait des choses un peu... j'ai arrêté les armées arabo-musulmanes. » Bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas. C'est une partie de sa propagande. Mais c'est pas du tout la vision médiévale, puisque après sa mort, Charles Martel est plutôt mal vu au Moyen-Âge, puisqu'on considère qu'il aurait pillé... Enfin, on ne considère pas, c'est vrai en réalité. Il a pillé des biens d'église et il est très mal vu par les historiens du Moyen-Âge qui considèrent que c'est un horrible pillard de biens d'église qui a donc une très mauvaise réputation. Et donc l'idée de l'invention d'une bataille décisive en 732 est au contraire une invention des Lumières. Et en fait, la plupart de ce qu'on sait, de ce qu'on croit savoir sur le Moyen-Âge, toute la vision un peu négative qu'on a du Moyen-Âge, c'est très souvent une invention du XVIIIe siècle et des Lumières. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est Voltaire, le grand philosophe Voltaire, qui a popularisé l'idée d'une espèce de choc de civilisation. Et là aussi, pas du tout dans le sens où on l'entend, puisque pour Voltaire, dans sa construction à lui, le monde de l'islam était plus tolérant que le monde occidental dans lequel il vivait. Il a une espèce de fascination pour l'islam. Et donc, il s'est dit que ça aurait été bien, finalement, si les armées arabo-musulmanes avaient gagné en 732. Mais là aussi, on voit bien, pour répondre à la question comment on écrit l'histoire, finalement, que c'est une invention. Et ensuite, c'est dans les années 70, avec la guerre d'Algérie, que tout ça est repopularisé dans une perspective bien souvent assez raciste. Et donc, pour conclure, la lecture des sources médiévales et la compréhension des enjeux politiques de l'époque, ça amène donc vraiment à déconstruire ce mythe, qui est une construction, donc, comme nous bien montré William Blanc et Christophe Nodin. Ok, je pense que c'est pas un exemple anodin. Est-ce que à une période plus contemporaine, on a un autre exemple de cette réinterprétation? Oui, alors moi je vous propose de remonter à la fin du XVIIIe siècle. Et si je vous disais que la terreur pendant la Révolution française n'a jamais existé, qu'il s'agit d'une invention. Alors ça paraît invraisemblable et pourtant c'est la conclusion à laquelle arrive dans ses derniers ouvrages qui sont parus il y a quelques années le spécialiste de la période révolutionnaire Jean-Clément Martin. Donc je vous cite les titres pour ceux qui écouteraient en podcast, notamment La terreur, vérités et légendes, et l'autre j'ai oublié, Les échos de la terreur, vérité d'un mensonge d'État. Ces ouvrages, ils s'appuient notamment sur une connaissance assez exhaustive de la part de Jean-Clément Martin des travaux qui existent sur la période révolutionnaire, et par ailleurs sur une relecture assez fine des sources et sur l'usage qui a été fait de ces sources. Alors, je vais essayer de vous expliquer rapidement l'argumentation de Jean-Clément Martin. Il dit que la terreur, tout le monde en parle, mais personne ne sait exactement dire quand est-ce qu'elle commence. Alors la terreur, on sait quand elle finit. Elle finit quand? Elle finit au 10 Thermidor avec la chute de Robespierre. Mais quand on demande quand est-ce qu'elle commence, là tout d'un coup ça devient un peu plus compliqué. Quand on propose un moment, en général on propose une date très précise, c'est le 5 septembre 1793. Ce jour-là, le 5 septembre 1793, dit le récit traditionnel, la Convention, je cite ce qui est habituellement dit dans les histoires de la Révolution française, la Convention met la terreur à l'ordre du jour. Donc ça invite à se rappeler que dans le récit traditionnel, qu'est-ce que c'est la terreur? C'est un système de gouvernement officiel fondé sur des méthodes de répression et de surveillance exacerbées. C'est donc la Convention qui décide de mettre en place un système destiné à terroriser ceux qu'elle considère comme ses ennemis. Et donc, le 5 septembre 1793, la Convention aurait décidé de mettre en place ce nouveau régime de la terreur. Petit problème, dit Jean-Clément Martin, qui est allé voir les sources, cette mise à l'ordre du jour de la terreur, et d'abord on pourrait se demander ça veut dire quoi, mettre la terreur à l'ordre du jour. Cette mise à l'ordre du jour de la terreur, elle n'existe pas. Dans les sources parlementaires de cette journée du 5 septembre 1993, et il a fait aussi les jours précédents, les jours suivants, on ne trouve pas de traces de cette mise en place d'un système appelé la terreur.
on n'en trouve aucune trace dans les archives. Et d'ailleurs, dans ces années-là, personne ne parle de la terreur avec un grand T. Aucun acteur ne dit « on est sous la terreur ». Mais alors, d'où vient ce terme pour désigner les années 1793-1794 ? En fait, d'où vient ce terme qui désigne le moment où Robespierre s'impose comme une figure prééminente au sein des dirigeants révolutionnaires ? Le terme « la terreur » avec le T majuscule, explique Jean-Clément Martin, il apparaît à la fin de l'été 1794. Et qui est-ce qui forge ce terme? Qui est-ce qui forge ce concept de terreur? Eh bien, ce sont les opposants de Robespierre. Ceux qui l'ont mis en accusation et qui l'ont exécuté 2 mois plus tôt. Ils forgent cette idée de la terreur pour justifier leur action, le fait qu'ils ont guillotiné Robespierre, et pour se dédouaner de tout ce qui s'est passé jusque-là. Tout ce qui a eu lieu jusqu'à la chute de Robespierre, ça n'était que la faute de Robespierre, alors qu'eux aussi avaient gouverné au même moment. L'idée, c'est d'attribuer toutes les violences à Robespierre, alors qu'ils en sont tout autant comptables. Ce qui est intéressant, c'est que 250 ans plus tard, nous sommes toujours abusés par un règlement de compte politique de l'été 1794. Alors évidemment, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de violence, qu'il n'y a pas eu de loi d'exception, qu'il n'y a pas eu de surveillance renforcée pendant cette période? Bien sûr que si. Et d'ailleurs, Jean-Clément Martin est un grand spécialiste notamment des guerres de Vendée, et c'est lui qui a proposé le chiffrage le plus accepté actuellement sur les guerres de Vendée. Lui estime que ces guerres de Vendée, elles ont fait entre 300 et 500 000 morts, ce qui est tout à fait considérable. Le mot n'existe pas, mais les faits de violence extrêmement fortes, extrêmement exacerbés, eux, ils existent. Et Jean-Clément Martin dit bien sûr qu'ils existent. Le travail de l'historien, c'est de les reconstituer, c'est de les étudier, mais c'est aussi de les recontextualiser. Et là, c'est au fond le problème qui se pose autour de la terreur, et c'est un petit peu la même chronologie que celle qu'a proposée Justine il y a un instant. Ce concept de terreur, il a notamment été repris dans les années 1970 par un certain nombre d'historiens qui ont vu dans ce moment de la Révolution française une préfiguration des totalitarismes du XXe siècle. Et Jean-Clément Martin dit, si on pense que les révolutionnaires de 1793-1794 sont des bolcheviks avant la lettre, eh bien on se condamne à ne pas comprendre. Parce que 1794, ça n'est pas 1917. Et il dit, si on essaye de réinscrire les choses dans leur contexte, on s'aperçoit que bien sûr il y a des violences, il y a des massacres, il y a des lois d'exception, mais elles se produisent en fait dans un contexte où la Convention, au lieu de tout contrôler, ne contrôle en fait pas grand-chose. Ces violences, elles sont la marque du fait que le processus révolutionnaire est toujours risque toujours d'échapper à la Convention et qu'elle essaye de faire en sorte de contrôler ce qui se passe avec les moyens qui sont ceux de 1793-1794. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas la voiture. Bref, tout ça est très lent. Et quand quelque chose se passe à l'autre bout du pays, vous l'apprenez 2 ou 3 semaines après. Et Jean-Clément Martin dit, ce qu'il faut, c'est replacer ces événements dans leur époque et dans le temps. Et si on les replace dans leur temps, eh bien, ils perdent leur caractère exceptionnel. Il montre notamment que si on compare, puisque si on essaie de comparer en termes de violence, la période napoléonienne est beaucoup plus meurtrière que la période révolutionnaire. Bref, Jean-Clément Martin ne nie pas les violences. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut les étudier dans leur contexte et se défaire d'un terme polémique forgé par les ennemis de Robespierre pour justifier son exécution. Je pense que là, on a un exemple très édifiant de la réinterprétation de l'histoire. Et du coup, Déborah, est-ce que tu as un autre exemple de cette démarche-là, mais plutôt avec une couleur histoire des sciences, j'imagine? Exactement, avec une belle couleur histoire des sciences. Alors, c'est assez intéressant cette question de est-ce que l'histoire des sciences, ça peut servir à quelque chose? Parce qu'on se dit, oui, bon, les lois de physique, c'est les lois de physique, hein, on les connaît, mais enfin voilà, on les a découvertes, on sait à quelle date, et puis 2 et 2 font 4, et puis finalement, à quoi ça sert? En fait, ça sert à quelque chose. Et ça sert à quoi? En fait, pour moi, l'histoire des sciences... Bon, je défends ma chapelle, hein. Mais l'histoire des sciences est une discipline qui est littéralement dédiée à la relecture de ce que l'on croyait savoir. Alors, bon, comment?
Je pense qu'on peut dire que ça fait maintenant une bonne quarantaine, voire cinquantaine d'années, ce qui nous rajeunit pas. Les historiennes et historiens, plutôt des sciences, aussi sociologues des sciences, ont cherché à montrer que les sciences ne sont pas, en fait, la découverte d'une vérité qui serait cachée, qu'on ne connaissait pas et que tout à coup, pouf, elle apparaît, ce qu'on appellerait la découverte, mais qu'en fait, en changeant un peu de lunettes, je vais beaucoup utiliser cette image de changer de lunettes, changer de perspective, avec l'étude des pratiques de recherche, des acteurs, actrices de ces recherches, l'étude des lieux, des sciences, des savoirs, la question de la circulation des savoirs dans différents espaces. Par exemple, il n'y a pas que des sciences en Europe, il y a des choses qui se passent en dehors de l'Europe. Et que finalement, ces sciences sont produites par les sociétés, en fait, ça produit des savoirs nouveaux sur cette histoire des sciences. Je vais prendre un exemple et j'espère ne pas briser vos rêves. Ça va être celui des musées d'histoire naturelle. Alors, l'histoire, on va dire connue ou classique des musées d'histoire naturelle, c'est celui qui est pas une histoire fausse, mais qu'on va compléter avec une autre dans un instant. Une histoire, c'est celle que c'est des lieux de conservation de la nature. De fait, ce sont des lieux importants des sciences naturelles, des lieux qui permettent de décrire, de comprendre, de conserver le naturel, le vivant, d'impulser des politiques de protection de ce vivant. Historiquement, cette fonction est finalement la même depuis ce qu'on peut appeler le début des musées, fin 18e, début 19e. Vous voyez qu'on est toujours à peu près sur les mêmes chronologies quand il y a des trucs qui se passent. On collecte la nature, on collecte des plantes, des animaux, on les collecte soigneusement selon des méthodes qui s'affinent, puis on fait des travaux de préparation. Pardon, je vais juste repositionner le micro, de façon à ce que cette nature puisse être conservée de manière pérenne. C'est aussi là le principe du musée. Mais donc, si on change de perspective et de lunettes, on arrive ici. Alors, il me faudrait... Ah non, pardon, elle est de l'autre côté. Donc, vous avez ici un très joli portrait de Humboldt. Alexandre Humboldt, qui a vécu entre 1769 et 1859, qui est considéré comme une des plus grandes figures scientifiques, on va dire européennes. Et les musées d'histoire naturelle se sont construits largement sur la collecte de personnages comme Humboldt. Donc c'est un exemple parmi d'autres. J'ai pris un très connu, puisque l'idée c'était de montrer quelque chose qui pouvait évoquer peut-être des souvenirs distants. Ici, il est peint en 1806 par le peintre Friedrich Georg Weitsch. Et dans ce portrait, on le voit, il est seul. Donc, pour décrire l'image, il est vraiment en gros plan. Il occupe la plupart du cadre. Et il est en savant de terrain. Il a prélevé une plante avec une très jolie fleur, très délicate, qu'il a sortie de son étui, qu'on distingue là sur le côté gauche en bas, qui est vraiment un attribut classique de botaniste. Et il s'apprête à l'ajouter dans son herbier qui est posé sur ses genoux. Et donc Humboldt, ici, est représenté comme une figure seule, produisant seul les savoirs botaniques que, tout seul, probablement guidé par son génie, il a pu glaner. Et il domine complètement la nature, qui ne lui fait pas peur, puisqu'il la contrôle, puisqu'il la décrit, puisqu'il la conserve. Or, les historiens et historiennes font désormais, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, attention à d'autres éléments. Et là, je vous renvoie vers le tableau qui est du coup, c'est gauche, j'ai dit gauche avant, bref, je me suis trompée de l'autre côté. De l'autre côté, qui est un tableau du même peintre qui peint quelques années plus tard, en 1810, l'expédition de Humboldt et Bonpland au Chimborazo, en Équateur, expédition assez connue de 1802. Bon, l'image est peut-être suffisamment grande pour que vous puissiez regarder les détails, mais essayez d'observer. Donc, on voit que Humboldt domine la scène, il est sur la ligne de tiers de l'image, mais en fait,
il n'est pas du tout seul. Il est en train de saisir un instrument scientifique, pas distinguable d'ici, des mains d'un compagnon de route, ce qu'on appelle dans les sources les aides, peut-être un guide. Il y a aussi des animaux guides, un chien qui est juste à côté. Un peu plus loin, Bonpland est assis sous une espèce de tente, prend des notes ou compile des plantes dans un herbier. À ses pieds, il y a une espèce d'oiseau qui gît au sol inerte. Et de l'autre côté du tableau, on voit qu'il y a une espèce de campement avec d'autres personnes qui préparent un feu, peut-être préparent à manger, etc. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que derrière la collecte des spécimens qui composent aujourd'hui les musées d'histoire naturelle, en fait, il y a certes quelques grands scientifiques dont on retient les noms, mais en fait, il y a des instruments, des personnes dont on a oublié les noms, parfois sciemment, on les a fait disparaître parce qu'en fait, c'était pas intéressant. Et il y a aussi des animaux morts, c'est-à-dire que les musées d'histoire naturelle et les collections qui en font partie ont aussi contribué en fait à l'exploitation des ressources et parfois même à certaines extinctions. Ce n'est pas ici le cas dans ce tableau-là, mais il y a des exemples d'extinction d'espèces qui a été lié à l'approvisionnement des musées d'histoire naturelle qui atteignaient parfois des niveaux assez absurdes en fait en termes d'accumulation, notamment au XIXe siècle, avant aussi un certain nombre, on va dire, de garde-fous normatifs qui ont été développés au XXe siècle. Pour vous rassurer, c'est des pratiques qui sont largement réglementées aujourd'hui. Super, merci pour cet exemple. Alors, je reviens un peu plus dans la méthodologie. Vous avez tous parlé un peu d'un document ou d'un support qui a permis aux historiens finalement de changer de propos. Dans un cas, c'était le fait de rééplucher les comptes rendus de réunions, le fait d'avoir une autre perspective sur un tableau, etc. Est-ce que vous pouvez citer un exemple de document que soit vous avez étudié ou qui a fait basculer un peu une interprétation qu'on a eue d'un moment de l'histoire? Je ne sais pas si tu veux commencer, Justine. Oui, bien sûr. Alors, je vais parler ici d'une réflexion issue d'un article qui va bientôt paraître, donc c'est en exclusivité pour vous ce soir. Dans un article donc, dans lequel je me suis intéressée à l'usage qui a été fait par 7 femmes à peu près des 10e et 11e siècles d'une titulature au masculin. C'est-à-dire que c'est des femmes qui se font appeler duc et non pas duchesse. Ou ici, et c'est de ce document-là dont je vais parler, je vais vous le décrire juste après, de l'impératrice Théophano qui, une fois, se fait appeler empereur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce document ? Bon, vous avez le filigrane de la Bibliothèque Vaticane, puisque c'est conservé au Vatican. C'est la copie par un moine de la fin du XIe siècle de tout un tas de documents, de ce qu'on appelle des diplômes, donc des transactions, des réglementations en provenance des empereurs. Et donc, ce moine de la fin du XIe siècle a sans doute à côté de lui une pile d'originaux, et il recopie tous ces diplômes qu'il a sous la main. Et donc, celui qui m'intéresse, c'est un diplôme donc, de cette impératrice Théophano, qui est-elle ? C'est la veuve de l'empereur Othon II et la mère de l'empereur Othon III. Et nous sommes ici en 990. C'est la date donc, de ce document. Que dit ce document ? En réalité, c'est une affaire d'assez peu d'ampleur. C'est donc Théophano, alors que donc elle est impératrice germanique, mais à ce moment-là, l'Italie fait partie de l'Empire germanique, et donc elle fait une espèce de grand voyage en Italie pour régler quelques problèmes. Et elle règle un problème entre l'abbaye, une grande abbaye italienne qui s'appelle Farfa, et une église qui dépend d'eux. Bon, elle règle un litige. Mais, et c'est là que c'est intéressant, dans ce litige finalement assez classique pour une impératrice, elle ne se fait pas appeler impératrice, mais en latin, et je vous le traduis juste après, Gratia divina imperator Augustus, c'est-à-dire empereur Auguste par la grâce de Dieu. Et elle ne date pas le document de l'année du règne d'Othon III, son fils, ce qui est normalement ce que tout le monde fait, mais elle date le document de la 18e année de son propre règne, du règne du seigneur empereur Théophano. Là, ça c'est bizarre. Et si on calcule, 990 moins 18, ça fait 972, et on tombe pile poil sur l'année de son mariage. Ça, c'est assez intéressant. Alors, ce document a bien sûr été extrêmement commenté, puisque c'est quand même très bizarre. Pour certains, c'était tellement gros que ça pouvait être qu'un faux. Ça pouvait être forcément, c'était forcément faux, c'était pas possible. On s'est dit que le moine n'était pas très malin, le moine qui avait recopié ça un peu plus tard, il n'était pas très malin, il avait mal compris les documents originaux qu'il avait sous les yeux. C'est en réalité très peu probable, puisqu'on sait, on le connaît par ailleurs, c'est un moine très savant. Donc c'est pas quelqu'un qui s'est trompé quand il a recopié des originaux.
Alors, plus récemment, les historiens, ou plutôt les historiennes du genre, ont estimé que le document était quelque chose de vrai, donc pas une info, mais qui traduisait la nécessaire masculinisation des femmes qui exerceraient le pouvoir. Pourquoi ? Parce que le pouvoir médiéval est en très grande partie l'apanage des hommes et que pour se faire entendre, une femme devrait jouer dans un registre masculin, et c'est pour ça que Théophano se ferait appeler imperator et non pas impératrice. C'est en partie vrai, et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais pas que, et on peut aller encore plus loin, ce qui montre aussi finalement le travail de l'historien. Pourquoi ? Parce que Théophano, elle est un petit peu dans une espèce de compétition à ce moment-là, elle veut faire reconnaître son pouvoir. Et donc là, on a un petit peu un aspect performatif du document, c'est-à-dire qu'en se faisant appeler empereur, ça ne veut pas dire qu'elle est considérée comme un homme, mais ça veut dire qu'elle-même s'arroge une partie du pouvoir impérial, qui est normalement son fils. En réalité, tout homme n'est pas absent du document, puisque vous le voyez aussi sur l'image, on a des petits dessins. Donc là, celui qui m'intéresse, c'est celui qui est en bas à droite. C'est ce qu'on appelle, donc le moine de la fin du XIe siècle a recopié le sceau. Le sceau, c'est très important au Moyen-Âge, ça permet d'authentifier un document, et c'est également un symbole d'identité. Le détenteur du sceau, il ne peut pas donner son sceau à quelqu'un d'autre, en théorie, même si là c'est peut-être le cas. C'est vraiment un symbole d'identité de la personne qui appose son sceau sur les documents pour les authentifier. Et ici, si vous regardez, alors je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est un sceau masculin, puisque on voit, c'est un bonhomme masculin avec une couronne, une épée, non, c'est pas une épée, c'est une lance, et un bouclier. Bon, pas de doute, c'est un homme. Et donc ici, Théophano a vraisemblablement utilisé, même si normalement c'est pas très, ça se fait pas trop, le sceau peut-être, ça c'est mon hypothèse, mais peut-être de son fils, l'empereur qui était resté au nord des Alpes. Alors, que nous dit finalement ce document ? Il nous permet de voir que les études de genre nous permettent finalement de comprendre beaucoup plus finement ce qu'est ce document. Ce n'est pas un faux, ce n'est pas un moine qui n'a rien compris de ce qu'il recopiait. Ce n'est pas non plus une femme peut-être qui veut absolument se masculiniser pour exercer le pouvoir, mais c'est une manière de négocier dans l'arène politique, dans la compétition politique par rapport aux Italiens, son pouvoir en tant que femme qui ne devrait pas forcément en être détentrice. Et c'est pour ça aussi qu'elle date le document de 990, de la 18e année de son règne à elle, c'est-à-dire de la date de son mariage, parce que c'est de son mariage avec l'empereur qu'elle détient une partie de ce pouvoir impérial. Donc finalement, on peut faire beaucoup de choses avec un document qui est une quinzaine de lignes dans un manuscrit médiéval, et avec des nouvelles techniques de recherche, on peut en dire des choses nouvelles. Un autre exemple, Alexandre ? Oui, alors moi, je dois avouer que je me suis beaucoup creusé la tête pour préparer cette question, parce que c'est vrai que normalement, enfin moi, la question sur laquelle je travaille, elle n'a pas du tout été étudiée auparavant, donc c'est vrai que mon travail consiste beaucoup à trouver des documents qu'en général, personne n'a lus, ou enfin, vraiment, j'ouvre quand même régulièrement des cartons qui n'ont pas bougé depuis le 19e siècle. Mais quand même, des fois, on peut relire des choses. Et pour vous l'illustrer, je voudrais vous proposer de relire quelque chose que vous connaissez déjà. Je voudrais vous proposer, à partir de mes propres recherches donc sur les relations entre royalistes de différents pays européens, de relire un passage d'un roman que beaucoup d'entre vous ont sans doute déjà lu, Le Comte de Monte Cristo. Et je vous propose de relire, c'est même lisible, c'est fou, sur le toit du planétarium. Je vous propose de relire un petit passage d'un épisode assez connu du roman, qui se trouve au moment où Edmond Dantès est en train de mettre en place sa vengeance, et il décide de ruiner l'un de ses ennemis, Danglars, en trafiquant le télégraphe. En subornant le responsable du télégraphe en banlieue de Paris, et en faisant courir un faux bruit selon lequel Don Carlos s'est évadé de Bourges et qu'il est rentré en Espagne. Ce faux bruit provoque sur la place parisienne une panique boursière qui fait s'effondrer les titres de la dette espagnole auxquels Danglars devait sa fortune. Danglars est ruiné à la suite de ce faux bruit que Dantès a réussi à faire courir. Alors, lorsque vous avez lu ce passage à la fin du XXe ou au début du XXIe siècle, normalement, cette histoire de Don Carlos qui s'enfuit de Bourges pour rentrer en Espagne, ça ne vous a rien dit du tout. Vous n'avez pas vu de quoi il s'agissait et vous avez continué votre lecture. De toute façon, c'était pas très important pour l'intrigue. Ce qui était important, c'était de savoir que Danglars était ruiné. Bien fait pour lui.
Sauf que le roman, il paraît en feuilleton en 1844. Et pour le lecteur de 1844, ce passage, lui, il est parfaitement clair et logique. Pourquoi ? Parce que pour le lecteur de 1844, tout ça fait référence à l'actualité. Don Carlos, si on peut passer à l'image suivante, Don Carlos, c'est le monsieur que vous voyez là, c'est le nom du prétendant au trône espagnol qui refuse la fin de l'Ancien Régime dans son pays et qui mène dans les années 1830 une guerre civile en Espagne pour reprendre le pouvoir. Il est vaincu en 1839 et il doit s'exiler en France. Il doit s'exiler en France et les autorités l'éloignent de la frontière espagnole et l'obligent à s'installer dans une ville bien précise. Quelle est cette ville ? Bourges, vous avez tout suivi. Il doit s'installer à Bourges, sauf que en France, il y a autour de lui d'autres royalistes espagnols qui se sont exilés avec lui. Il a aussi encore des partisans en Espagne. Et il peut compter aussi sur la complicité des royalistes français, les légitimistes, ceux qui s'opposent à Louis-Philippe et à la monarchie de Juillet, ceux qui voient Louis-Philippe comme un usurpateur. Et donc, dans les années 1840, au hasard, en 1844, au moment où paraît le Comte de Monte Cristo, les autorités françaises n'ont qu'une peur, c'est que Don Carlos parvienne à s'échapper et à retourner en Espagne pour reprendre la guerre civile. Et ce, d'autant plus que les capitalistes français de l'époque ont investi beaucoup d'argent dans la dette espagnole et qu'ils ont besoin de stabilité pour que cet investissement leur rapporte. Et c'est tout cela qui se cache derrière ce petit passage du Comte de Monte Cristo. Et ce n'est qu'avec les recherches que j'ai effectuées, et puis d'autres, je ne suis pas le seul, mais que mes collègues et moi avons effectué dans les dernières années sur l'histoire européenne des royalistes, que l'on peut à nouveau comprendre cet épisode comme Dumas lui-même s'attendait à ce qu'on le comprenne. Et plus généralement, et pour élargir un petit peu la perspective, les travaux qu'on a menés sur les exils de ces carlistes, de ces royalistes espagnols en France, et travaux qui se sont multipliés depuis une quinzaine d'années, ça nous a permis de remettre au jour, de faire ressurgir des processus, des dynamiques un petit peu oubliées de notre histoire contemporaine. Par exemple, le fait que c'est cet accueil des carlistes espagnols, alors ça c'est pas moi qui l'ai montré, mais c'est quand même un résultat important de la recherche, c'est l'accueil de ces royalistes espagnols qui a conduit les autorités françaises à construire le dispositif d'accueil et d'asile, d'accueil des réfugiés et d'asile, qui est aujourd'hui au cœur des débats politiques. C'est dans ces événements de la première moitié du XIXe siècle qu'on construit des politiques d'asile, des politiques de refuge, qui sont ensuite une caractéristique de l'histoire des États pendant toute la période contemporaine. Merci beaucoup pour cet exemple. Déborah, c'est ton tour, du coup. Alors, j'attends que l'image s'affiche. Alors, mon document, mon objet, c'est un document-objet, c'est une planche d'herbier. Une planche d'herbier qui contient une plante qui aurait été collectée par un savant anglais, enfin britannique, d'origine nord-irlandaise, qui a pas mal circulé dans le monde, notamment en Jamaïque. Donc, on parle de Hans Sloane, qui est très connu. Il est mort au milieu du XVIIIe siècle. On revient toujours là-bas. Et il est il est considéré comme une figure majeure de l'histoire des sciences britanniques, dans la mesure où sa collection aurait été à l'origine du British Museum, rendez-vous compte, et les parties naturalistes ensuite déplacées pour constituer le fond du musée d'histoire naturelle de Londres. Donc, quand même, on est sur quelque chose on va dire, un élément majeur de ce patrimoine naturel et scientifique britannique. Alors, cette planche, on peut la voir de différentes manières. On peut la voir comme une planche portant un spécimen botanique qui est le témoin de l'existence d'une espèce et donc d'une sorte de savoir neutre. C'est de la botanique. Bon, on peut aussi avoir un autre regard qui est un autre regard qui est construit à partir de recherches, de ce qu'on appelle les recherches de provenance. À savoir, pour décrire très vite la méthode, il s'agit de croiser objets de collection et archives pour essayer de voir d'où est-ce que ces objets viennent.
Bon, vous imaginez bien, on a fait un peu la liste des différents types de documents qui pouvaient nous préoccuper. C'est un travail extrêmement long et fastidieux et finalement, souvent même, on ne trouve pas vraiment le lieu précis. Enfin, l'origine d'un objet, finalement, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Mais on peut identifier des trajectoires. Et ici, cette planche est tout à fait intéressante parce que si on la croise avec l'histoire de Hans Sloane, alors, je crois qu'il y a une image qui suit qui montre ce bon vieux Hans Sloane. Voilà. Donc, vous voyez, il pose ici en savant parfait avec sa planche d'herbier ou son illustration. Je ne sais pas bien ce que c'est censé représenter ici. Tout à fait digne. Et donc, en fait, en croisant cette planche d'herbier avec la vie de Hans Sloane, ce dont on se rend compte, c'est que, bon, c'est pas juste Hans Sloane qui se promenait tout seul avec son génie dans la nature et tout à coup il s'est dit « Oh, une plante, je vais la mettre sur une planche d'herbier ». Mais c'est quelqu'un qui était médecin, qui avait construit une aisance financière certaine, un réseau aussi d'approvisionnement très important, des connaissances, un réseau, on va dire, d'amis loyaux qui lui faisaient confiance et auprès desquels il pouvait aller s'approvisionner donc pour nourrir cette très grande collection. Et certes, produire des sciences, mais aussi construire ce que l'on appelle une persona savante. Donc, si vous voulez, essayer de montrer que, pour le dire en d'autres termes, il pesait dans le game de la société. Donc, c'est finalement une stratégie de distinction qui est permise par la collection. Donc, cette planche, elle sert à ça. C'est aussi une stratégie de distinction sociale. Si on croise cette planche avec encore une autre histoire qui est derrière moi. Donc ici, vous avez quelque chose, bon, je ne vous montre pas la totalité du document parce que ce n'est pas très intéressant ce soir, mais c'est le catalogue des pièces que Hans Sloane a collectées en Jamaïque. Et si on avance quelques pages plus loin, alors il n'y a pas d'images qui apparaissent, mais on va avoir le petit descriptif de la planche d'herbier que vous voyez tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on apprend en lisant cette description ? Bon, des considérations, on va dire, botaniques, disent « Ah oui, bon, cette plante, elle s'appelle comme ça. » Et puis, c'est de manière plus intéressante. Je l'ai trouvé ici parce que les esclaves de la plantation de, je ne me rappelle plus quel lieu, m'ont indiqué que ça servait à soigner les morsures de serpents. Et en fait, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que donc Hans Sloane travaillait dans une plantation d'esclaves, a utilisé son rôle de médecin dans une situation d'exploitation esclavagiste pour finalement se réapproprier des savoirs de ces mêmes esclaves, poser son nom dessus, les mettre dans un livre et les consigner dans un musée de Londres. Bon, c'est un petit peu schématique, mais ça vous montre en fait toute l'histoire qu'on peut retirer avec, là c'est très court et c'est en fait des équipes de recherche complètes qui me permettent aujourd'hui de vous restituer ce tout petit morceau d'histoire, mais ça vous montre comment à partir d'une planche d'herbier on peut réécrire en fait finalement toute une histoire. C'est super intéressant de voir à quel point les pratiques maintenant et les nouvelles visions, les nouvelles lunettes qu'on met pour analyser des documents nous permettent de changer et d'apporter des informations supplémentaires sur le contexte. Alors, je pense qu'il y a peut-être un point commun dans vos recherches qu'on pourrait donner et sur lequel on pourrait poursuivre la conversation. Actuellement, on parle beaucoup des études de genre, etc. Est-ce que sur vos objets précis de recherche, les sujets sur lesquels vous travaillez, la question du genre et le fait de réinterpréter finalement la place des femmes dans l'histoire avec ce qu'on sait maintenant, a eu un impact dans vos recherches comme elles ont un impact dans la médecine, par exemple, où avant on ne faisait pas d'essais cliniques sur les femmes. Enfin, voilà. Est-ce qu'on est sur le même changement de vision avec ces études de genre ? Alors, oui, tout à fait. En histoire médiévale, en tout cas, c'est le cas. Notamment, moi, je travaille en histoire de la famille. Donc, c'est sûr qu'à un moment, quand on travaille sur l'histoire de la famille et qu'il y a des alliances matrimoniales, souvent, on voit des hommes et des femmes. Et tout le monde dans sa famille a des hommes et des femmes. Donc, c'est en général, les historiens et historiennes du genre sont souvent en histoire médiévale des gens qui ont commencé par travailler sur la famille parce qu'ils se sont rendus compte d'un coup qu'il y avait des femmes. Je caricature, mais c'est un peu ça. Bon. Mais l'histoire du genre, c'est pas uniquement l'histoire des femmes, c'est aussi l'histoire, et j'insiste parce que c'est vraiment important, de la construction des relations entre les hommes et les femmes. Pour le dire autrement, chaque société, toutes les sociétés qu'on connaisse en tout cas, dit que le masculin c'est mieux que le féminin. En théorie, en pratique, ça défend parfois.
Mais tout ça est un petit peu plus compliqué au Moyen-Âge, puisque au Moyen-Âge, ça s'articule aussi beaucoup avec la question de ce qu'on pourrait appeler un peu schématiquement la classe sociale. Globalement, une femme de l'aristocratie, c'est mieux qu'un homme de la paysannerie au Moyen-Âge. Ce qui n'est pas du tout la même chose depuis la Révolution, enfin 18e Révolution française, on revient toujours à ça, où en théorie, les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. C'est-à-dire que moi, en théorie, j'ai pas de droit différent à la succession de mes parents que mon petit frère. Au Moyen-Âge, c'est pas le cas. Au Moyen-Âge, des femmes ont moins de droits à la succession. Et en revanche, une femme de l'aristocratie a plus de droits qu'un homme paysan. Mais le genre au Moyen-Âge, c'est pas forcément ce qui compte le plus. Encore une fois, ce qui compte, c'est l'appartenance sociale. Et moi, je dis souvent à mes étudiants que si on avait eu des cartes d'identité au Moyen-Âge, nous, on a nom, prénom, nom, prénom, et ensuite le sexe, F ou M. Au Moyen-Âge, le troisième item, ça serait pas du tout le sexe, ça serait le statut social. Est-ce qu'on est libre ou est-ce qu'on est quelqu'un d'asservi ? Ensuite, dans la deuxième moitié du Moyen-Âge, plutôt, est-ce qu'on est un membre du clergé ? Ça c'est mieux. Ou est-ce qu'on est un membre du laïcat ? Est-ce qu'on est laïque ? Ça, c'est fondamental et c'est beaucoup plus important au Moyen-Âge que ça n'est aujourd'hui. Ce qui m'amène à ce petit schéma que vous voyez ici, c'est-à-dire une espèce de double conception du genre. Aujourd'hui, on a une conception binaire. Alors, ça change un petit peu maintenant, mais globalement, sur la carte d'identité, on a un pôle masculin et un pôle féminin, mais c'est en théorie égal. Au Moyen-Âge, c'est plutôt un continuum, une espèce de flèche, comme je vous le représente ici, avec un pôle masculin positif et un pôle féminin plus négatif. Mais les individus, et donc c'est hiérarchisé, le pôle masculin est en haut, mais les individus peuvent bouger, en fait, sur cette flèche. C'est-à-dire qu'on considère que les enfants ou les vieillards, que ce soit des hommes ou des femmes, sont plus proches du pôle féminin que du pôle masculin. On considère qu'un homme âgé, il est plus proche du féminin parce qu'il a perdu sa force et sa capacité de procréation, qui est un des éléments de la masculinité laïque au Moyen-Âge. Et à l'inverse, une femme qui agit, comme disent les sources, virilitaire, c'est-à-dire virilement, c'est toujours bien vu parce qu'elle se rapproche du masculin positif. Nous, aujourd'hui, si on dit qu'une femme agit un peu comme un bonhomme, c'est pas forcément positif. Ça peut l'être, mais c'est un peu ambigu. Au Moyen-Âge, si on dit d'une femme qu'elle agit virilement, c'est toujours très très bien. Pourquoi ? Parce qu'elle bouge sur cette échelle, sur cette flèche, pour passer du féminin négatif au masculin davantage positif. Et donc là, on voit bien finalement que le genre nous permet aussi de mettre en perspective nos propres considérations, nos propres conceptions contemporaines, puisque c'est pas du tout la même chose au Moyen-Âge. Oui, alors moi je suis spécialiste d'histoire politique du 19e siècle. Je vous apprends sans doute pas grand-chose si je vous dis que les femmes n'ont pas le droit de vote au 19e siècle et qu'elles ne sont pas citoyennes. Et en plus, je suis spécialiste de courants royalistes et catholiques, dont vous imaginez bien que la question des droits des femmes n'est pas tout à fait au cœur de leur programme politique. Et donc, quand je me suis mis à travailler sur ce domaine-là, l'idée qu'il fallait que je cherche des femmes dans les acteurs sur lesquels je travaillais, ça s'apparentait un peu à chercher une aiguille dans une botte de foin. Et c'est vrai que pendant toute ma thèse, toutes les sources que j'ai vues, ça m'a semblé valider ce point de vue, puisque tous les gens dont parlaient mes sources, c'était que des hommes. Alors bien sûr, il y avait des exceptions. Mais c'était des exceptions. Elles sortaient de l'ordinaire. Alors elles sortaient de l'ordinaire soit parce qu'elles avaient une place particulière. Par exemple, les princesses, elles ont des capacités d'action plus importantes parce que c'est des princesses. Ça peut-être un petit héritage de ce dont Justine vient de vous parler. Aussi parce que, de temps en temps, on avait des femmes qui transgressaient l'ordre genré dans lequel elles évoluaient. Alors, je vous en ai pris un exemple. Là, vous avez le portrait d'une certaine Francisca Guarch, qui est une femme carliste qui se déguise en homme pour combattre. Et donc, vous la voyez dans son uniforme. Elle se travestit pour combattre dans l'armée carliste. Et puis ensuite, après la défaite, elle s'exile en France, où elle est recueillie par une famille royaliste du sud de la France. Donc jusque-là, il y avait de temps en temps une femme ou deux qui sortaient, et puis pour le reste, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et puis, quand on fait de l'histoire, on a des collègues, heureusement, et puis on discute avec eux. Et puis, des discussions avec des collègues m'ont convaincu que je faisais fausse route. Et notamment, un d'entre eux m'a dit un jour, et ça m'a marqué, ça a changé ma carrière, pour de vrai, il m'a dit un jour, faire de l'histoire des femmes et du genre, c'est regarder son objet de recherche depuis le point de vue des femmes et du genre, et de se rendre compte que ça change tout. Et il avait raison. J'ai, après ça, commencé à reconsidérer les sources en faisant attention
à la place des femmes et à la question du genre. Et je me suis aperçu que les femmes, elles étaient bien là. Et que c'est simplement qu'elles étaient invisibilisées dans la documentation. Par exemple, dans les mouvements que j'étudie, des mouvements de solidarité entre royalistes et catholiques, eh bien, on les retrouve. On les retrouve où? Par exemple, dans la collecte d'argent, dans les actions humanitaires. Ce qui est intéressant, pourquoi est-ce qu'on les retrouve là? C'est ça qui est intéressant, c'est parce que ce sont des domaines qui relèvent de la charité, des domaines qui relèvent du soin, c'est-à-dire des activités qui sont considérées au XIXe siècle comme des activités féminines. Et donc, ça ne pose pas de problème qu'elles y soient. Après tout, elles sont habituées à s'occuper des pauvres, elles sont habituées à s'occuper des malades, donc ça ne pose aucun problème. Là, on peut les laisser agir. Sauf que là, ces domaines-là, ils sont politisés. Là, le but, c'est de récolter de l'argent pour financer et armer des armées insurrectionnelles. C'est prendre des soins de blessés qui sont des blessés parce qu'ils sont insurgés contre le gouvernement. Et donc, ça devient, pour ces femmes, des espaces d'action politique. Ce qui n'était sans doute pas prévu au début, mais c'est là qu'elles vont pouvoir s'exprimer. Vous en avez un exemple sur ce document que vous avez à gauche, qui est en fait la liste de femmes, d'un groupe de femmes italiennes à Bologne, qui décident de créer un comité. Donc vous avez tous leurs noms, elles ont toutes signé, Contessa Mariana Trotti, bon je ne vous les lis pas tous, mais elles ont décidé de créer un comité pour récolter de l'argent, des tissus et des bandages pour les royalistes espagnols. Et donc là, tout d'un coup, elles forment un comité entre femmes pour réussir à mener à bien leur mission. De cette façon-là, même si ça n'est pas dit explicitement, elles entrent dans une action politique de laquelle elles sont officiellement exclues en théorie. Et donc voilà, plus généralement, la question du genre, moi, c'était pas quelque chose qui était présent au départ. Et lorsque c'est arrivé, ça m'a conduit à complètement repenser les objets sur lesquels je travaillais. Et je me suis aperçu que ça avait considérablement enrichi ma réflexion. Pour ma part, en fait, je rebondis sur ce qu'Alexandre disait. Ça a été vraiment la même chose. En travaillant pendant ma thèse sur les muséums d'histoire naturelle, j'ai cherché les femmes sans vraiment les trouver. Alors, on les trouvait un peu dans les interstices. La fille du directeur du muséum ou du préparateur est logée au muséum de Lyon qui accroche le textile qui est utilisé dans la cour du muséum pour le faire sécher, par exemple. Donc, c'est des petites mentions et c'est des passages un peu furtifs. Et à partir du moment où j'ai changé de lunettes, où je me suis dit, en fait, je vais changer de perspective, là, les choses ont apparu différemment. Et je pense que je rebondis sur ce que vous voyez là sur l'écran, c'est ce qu'ont essayé de faire un certain nombre d'historiennes des sciences. Il y en a beaucoup. Mais il y en a peut-être une dont on peut qu'on peut nommer plus particulièrement. C'est Margaret Rossiter, que vous voyez ici derrière moi avec son pull rouge, qui est l'historienne qui a formalisé cette notion d'effet Matilda. Et Matilda, c'est la personne que vous voyez en face de Margaret ici, c'est Matilda Bates. Attendez, j'en prends juste mes notes pour être sûre. Gage, pas Bates, pardon, excusez-moi, qui a vécu au XIXe siècle, qui était une féministe abolitionniste de l'esclavage, activiste américaine, et que Margaret Rossiter a remarqué, puisque Matilda Gage avait théorisé en fait la façon dont les idées des femmes étaient reprises par les hommes dans ses travaux. Et donc voilà, l'effet Matilda, c'est quoi? C'est l'idée, c'est les processus selon lesquels les femmes sont moins reconnues dans les sciences que les hommes. Les travaux sont moins visibilisés par donc des processus qui peuvent être divers et variés, qui peuvent être le vol tout simplement de propriété intellectuelle ou la mise à l'écart. Par exemple, ça peut être aussi des processus plus complexes de socialisation, etc. Mais bon, voilà. Donc il y a cette notion d'effet Matilda qui préoccupe beaucoup l'histoire des sciences, qui finalement pose deux questions sur le genre. La première, c'est finalement où sont les femmes dans les sciences ?
Et la deuxième, qui est aussi liée, c'est finalement en quoi les sciences ont participé à cette exclusion des femmes, notamment en cherchant à théoriser et à expliciter, et c'est le cas notamment très fortement au XIXe siècle, l'infériorité féminine qui viendrait expliquer en fait pourquoi elles ne peuvent pas faire de sciences. Et un autre exemple que je voulais donner pour sortir peut-être des grands noms, c'était, alors c'est sur la prochaine image, je ne sais pas s'il y en a une. Alors voilà, un document qui a l'air un peu aride, mais qui est hyper intéressant. Et là, c'est vraiment le changement de lunettes mis en opération. C'est donc l'état général du personnel du Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui a été établi en 1843, refait en 1869. Il y a des centaines de noms dans cet état des personnels. C'est passionnant. Des noms d'hommes les uns derrière les autres. Alors, c'est des hommes plus ou moins... Enfin, il y a des journaliers, donc des gens qui viennent travailler à la journée. Il y a des personnes qui sont très établies, des savants très connus, etc. Tout le monde y figure. Tous les gens qui sont payés, en fait. C'est là que c'est intéressant. Quand les gens sont payés, à un moment donné, ils apparaissent. Sur les centaines de noms, 5 femmes. 5. Et c'est vraiment très surprenant parce que, par exemple, sur l'histoire de la botanique, des femmes botanistes, des femmes naturalistes au XVIIIe siècle, des femmes scientifiques, il y en a plein qui sont connues, qui sont hyper identifiées. Pensez à Madame Lavoisier, par exemple. Et pourtant, là, il y en a 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça, en fait, qu'essaye de documenter l'histoire des sciences. Notamment la professionnalisation, le fait d'exiger des diplômes désormais pour exercer dans les milieux scientifiques. L'idée qui va tout à fait avec ce que disait Alexandre Dupont, que, en fait, les femmes sont confinées à certaines sphères et de façon encore plus restrictive au XIXe siècle qu'à d'autres périodes, qu'un travail rémunéré, c'est proprement inacceptable. Et en fait, ces processus-là, en fait, montrent qu'on a l'idée que l'histoire va vers le mieux. Et en fait, le 19e siècle, c'est vraiment un moment de fermeture et d'exclusion assez notable en fait, pour les femmes en sciences. Et sur la botanique en particulier, dans les ouvrages d'histoire de la botanique actuelle, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont mentionnées encore aujourd'hui. Donc, merci pour ce témoignage. C'est super intéressant de voir comment on peut basculer en changeant de lunettes. Vous utilisez beaucoup cette expression et je pense qu'elle est hyper juste. Si vous deviez conclure sur cette question, comment écrivons-nous l'histoire, est-ce que, en 2 mots, vous pourriez dire quelque chose sur comment est-ce que vos champs de recherche peuvent apporter des éléments de compréhension sur ce qui se passe en ce moment dans le présent? Alors oui, c'est sûr que parfois on se dit franchement étudier le Moyen-Âge ça sert à rien. Enfin, je pense que voilà, mes étudiants me disent ça parfois. Bon, le Moyen-Âge, ça sert à rien, madame. Mais en fait, le Moyen-Âge, ça sert aussi à se défaire de ces fausses évidences. Et là, pour rebondir sur ce que disait Déborah, en fait, la place des femmes au Moyen-Âge, elle n'est pas pire qu'au 19e siècle. Voire parfois, je pense qu'elle est un peu meilleure au Moyen-Âge qu'au 19e siècle. Et donc, ça permet de se défaire de cette idée de linéarité de l'histoire, comme disait Déborah. En fait, il n'y a pas de progrès linéaire du tout. Et on peut voir avec le Moyen-Âge, si on aborde le Moyen-Âge d'une manière un petit peu comme un anthropologue qui va au fin fond de la jungle amazonienne, c'est-à-dire comme une société exotique, lointaine, différente de la nôtre, on se défait de cette fausse familiarité et de l'idée que depuis le Moyen-Âge, ça va mieux, la place des femmes, c'est mieux, ou alors que c'était pareil, parce que parfois on entend aussi ça, ou qu'il faut revenir au Moyen-Âge. Il y a pas, non, c'est quelque chose de très différent, et étudier le Moyen-Âge nous permet aussi finalement de défaire nos fausses impressions de familiarité, puisque la conception du genre ou de la parenté au Moyen-Âge, c'est pas du tout la même qu'aujourd'hui, c'est normal, c'est une société différente. Donc l'étude du Moyen-Âge, pour conclure vraiment très très rapidement, nous permet finalement, dans le monde contemporain, de relativiser ce qu'on croit savoir sur les médiévaux et sur nous par extension. J'espère que je n'offenserai personne si je dis que aujourd'hui des royalistes, il n'y en a plus beaucoup, et puis des catholiques qui pensent qu'il faut détruire le monde moderne, il n'y en a plus beaucoup non plus. Donc moi, pendant les 10 premières années de ma carrière, j'étais très tranquille. Je me disais, je travaille sur des gens qui ont disparu, ou presque. Donc je ne suis pas du tout concerné par l'actualité. Et puis, un jour, vous êtes en février 2025, et puis vous avez le président de la République française qui explique que se développe partout dans le monde une internationale réactionnaire. Ah, bizarrement, ça m'a fait... un électrochoc, non. Ça fait plusieurs années que je me rends compte qu'en fait, il y a des parallèles possibles. Les travaux sur lesquels je travaille, qui sont des travaux sur les relations par-delà les frontières entre mouvements d'extrême droite, bien sûr, moi je travaille sur le 19e siècle et il ne s'agit pas de dire que ce qui se passe aujourd'hui est exactement la même chose. Mais aujourd'hui, on voit aussi des mouvements, des liens
entre ces mouvements d'extrême droite à travers l'Atlantique. Hein. Et là, je trouve que l'actualité récente pose de plus en plus cette question. Et c'est pas tellement moi qui trouve ça, c'est qu'on me la pose de plus en plus. J'ai de plus en plus de collègues, de gens qui me disent mais du coup, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Et bon, je suis pas particulièrement expert de ce qui se passe aujourd'hui, mais je crois que ce sur quoi je travaille pour le 19e siècle donne des clés de lecture pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Plus généralement, ça permet, dans mes travaux, j'essaie aussi vraiment de poser la question, de comprendre l'adhésion populaire à ces idées. Comment est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce qu'on peut analyser le fait qu'il y a des secteurs importants des sociétés européennes, au 19e siècle comme aujourd'hui, qui défendent des solutions qui semblent, a priori, aller contre la vision qu'on peut se faire de la liberté ou du progrès. Alors évidemment, les situations ne sont pas les mêmes, mais je crois que la façon d'y réfléchir, et la façon d'y réfléchir en historien, peut apporter des clés de lecture pour essayer d'interpréter la situation dans laquelle on vit de plus en plus. Oui, donc en histoire des sciences, je me plais à croire, en tout cas, que c'est vraiment une école de la mise à distance. Parfois, elle est difficile et je le vois tous les jours dans mon travail d'enseignante, puisque je suis historienne en fac de médecine, maïeutique et sciences de la santé. Donc, on n'oublie pas les maïeuticiennes et les autres travailleurs et travailleuses de la santé qui ne sont pas médecins. Et je le vois aussi puisque j'enseigne à des personnes qui sont issues de parcours scientifiques. C'est parfois difficile de briser leurs rêves et de dire bah non, en fait, la science, elle a aussi fait du mal, elle a aussi été raciste, elle a produit des processus d'exclusion et bon, tout n'est pas tout rose, mais on peut réfléchir ensemble, déjà en prendre conscience en fait. Et il me semble que là, il y a vraiment, alors c'est une action toute petite qui se place au niveau de la salle de classe finalement, mais qui me semble être très importante parce que finalement c'est participer à une meilleure formation des scientifiques, des professionnels de santé demain, enfin de la semaine prochaine. Et j'apprécie beaucoup mon travail d'historienne dans cette fac de médecine et de maïeutique et de sciences de la santé parce qu'en fait, c'est permettre à ces futurs professionnels de santé de changer de lunettes et de leur montrer comment. Pas de leur dire bah, vous voyez, à l'époque on savait rien, on soignait mal, les gens comprenaient rien et ils faisaient n'importe quoi pour se soigner, alors que maintenant regardez, tout est parfait, puisqu'on se rend bien compte, tout le monde est passé par le Covid, qu'on peut bien connaître tout un tas de choses sur les maladies et ça résout pas forcément le problème. Et j'aime bien utiliser justement des objets en cours, utiliser des objets ou montrer des objets. Et un exemple qui est vraiment très intéressant, c'est celui du spéculum. Alors, le spéculum gynécologique, c'est donc un objet très utile parce qu'il est à la fois un exemple de la façon dont la médecine occidentale a multiplié. Il y a des tonnes de brevets de spéculum dans les collections médicales. Il y a des listes. C'est comme les colibris dans les collections d'histoire naturelle. Il y a des tonnes de spéculum. Donc, le spéculum a été l'un des instruments de contrôle du corps des femmes, mais il a aussi été réapproprié par les mouvements féministes dans les années 70, notamment les mouvements en faveur pour le droit à l'IVG, et qui a réutilisé cet objet pour s'affranchir très précisément du pouvoir médical. Ce qui permet, à l'aide d'un objet, de montrer comment on peut avoir plusieurs lectures et usages et de le mettre véritablement en application, puisqu'en fait, le spéculum est un objet que des professionnels de santé peuvent être vraiment amenés à mobiliser. Voilà, donc ça c'est un exemple de comment je vois l'actualité de ces questions. Merci. D'ailleurs, tu nous avais promis d'en ramener un et malheureusement, c'est la grande déception. Il n'y a pas de spéculum qui circule dans la salle ce soir. Bon, une prochaine fois. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut déjà les applaudir à ce stade. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je suis sûre que toutes ces interventions ont suscité beaucoup de questions en vous. Donc, si vous avez des questions, ça va être le moment de lever la main. Et en attendant que vous leviez la main, je vous propose juste de regarder les dessins d'Hélène Bléau qui est en haut et qui a illustré la soirée tout au long de nos conversations.
Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent les uns les autres pendant que nous admirons les dessins de Hélène? Pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez les redécouvrir sur les réseaux sociaux du Jardin des Sciences après ce soir. Il y a une question juste devant ici. Bien, merci pour vos exposés qui étaient très intéressants. Moi, ma question, c'est est-ce que vous avez le sentiment que vos travaux ont une incidence relativement rapide sur les livres d'histoire à l'école, par exemple, dans les lycées, ou est-ce que ça prend du temps pour que ce soit pris en compte pour écrire les manuels? C'est une bonne question et je vais vous demander d'y répondre en 1 minute. Non, mais c'est une excellente question. Non, c'est très lent. C'est très lent. On le voit en fait. On voit les manuels évoluer dans les derniers programmes du lycée. C'était assez intéressant à regarder parce que moi et mes collègues travaillons dans ce qu'on appelle l'histoire transnationale du politique. En gros, c'est dire l'histoire politique, c'est pas juste l'histoire de la politique nationale, c'est aussi regarder ce qui circule d'un pays à l'autre. Et en fait, on s'est aperçu que l'état des manuels scolaires qui viennent de sortir ces dernières années, et des programmes scolaires surtout, c'est un peu ce qu'on savait il y a 20 ans. Donc, on se dit que dans 20 ans, peut-être que les recherches qu'on mène actuellement seront intégrées au programme scolaire. C'est très lent. Pour partie, ça s'explique parce qu'il faut le temps que les connaissances soient emmagasinées, solidifiées, etc. Il y a aussi une petite réticence de ceux qui définissent les programmes scolaires pour intégrer les plus récents renouvellements. Personne ne veut compléter? C'est bon, on passe à la question suivante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelle a été, s'il y en a une, l'importance des cabinets de curiosité dans l'évolution des sciences, notamment leur situation historique, mais également dans l'intérêt du public ou du peuple pour la science, son évolution et ses découvertes? Vaste question. Alors, assez rapidement. Alors, une autre histoire classique des musées, c'est qu'ils seraient nés dans les cabinets de curiosité. Ce que montrent les travaux d'historiens, c'est que cette généalogie un peu automatique, elle fonctionne pas vraiment, puisque en fait, les musées tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose que moi je situerais vraiment pour leur développement vraiment au 19e siècle, parce que c'est vraiment assez solidement arrimé au développement de l'État, au développement de l'idée qu'il y a une espèce de... c'est un terme complètement anachronique, mais il y a une espèce de mission de service public à instruire la société, les citoyens, à les rendre meilleurs avec une exposition à la nature, etc. Et avec une bureaucratisation, en fait, finalement, de ces sciences qui amène les musées de sciences. Avant, ce qui se joue, c'est un peu différent. Donc, à ce moment-là, effectivement, il y a une tentative d'ouverture large. Mais cette réception des musées par, on va dire, un grand public est compliquée à mesurer parce qu'en fait, là aussi, on manque de sources. Par ailleurs, mais on sait qu'il y avait des journées d'ouverture publique et que ça posait plein de problèmes. Il y avait même les pauvres qui venaient. Donc, il y a des tas de gens qui se plaignent qu'il y a des mendiants qui viennent avec leurs sabots qui raclent le parquet et ça fait désordre. Donc, voilà, pour vous répondre en partie à votre question. Les cabinets de curiosité d'avant, ça reste aussi très inscrit dans une sociabilité assez privée de distinction entre gens, on va dire, d'une certaine classe sociale avec un niveau d'ouverture assez variable. Voilà. Je coupe ici, sinon ça peut être trop long. Ok, je pense qu'on a le temps pour une dernière question, si quelqu'un se motive ici. Merci. Déjà, merci beaucoup pour la conférence. Il me semble tout à l'heure que vous avez mentionné l'expression « penser en historien ». Du coup, je prends l'expression et je me dis au quotidien, ça peut être intéressant pour analyser l'actualité, etc. Vous entendez quoi concrètement par cette expression ? Je ne sais plus qui l'a utilisé, cette expression, mais est-ce que l'un de vous trois veut prendre la question ? Alors oui, c'est une très bonne question aussi. Penser en historien, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est en fait penser avec un esprit critique. Parce que le document qu'on a, c'est ce qu'on a essayé de montrer, il est toujours à déconstruire. Le document, c'est quelqu'un qui l'a produit dans un contexte donné, avec un but donné. Et ça, c'est
ultra utile aujourd'hui. Quand on regarde les informations, c'est la même chose. C'est penser avec un esprit critique qui produit le document, comment il le produit, quelles sont les conditions de production, pourquoi on le produit ce document finalement, qui parle, à qui, pourquoi. Et ça, pour moi, c'est ça, penser en historien, et c'est ultra utile. Et c'est pour ça que c'est important aussi de faire des études d'histoire et d'enseigner l'histoire à l'école. C'est pas juste pour apprendre une série de dates, ça c'est pas très intéressant. C'est pour apprendre une forme d'esprit critique, alors qui évidemment ne se forme pas qu'en histoire, mais qui est une perpétuelle volonté de déconstruire finalement ce qu'on voit et de se dire que tout n'est pas un donné et que c'est une construction qu'on peut comprendre dans un sens particulier. Donc pour moi, c'est une forme d'apprentissage de l'esprit critique. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Je pense que la mission était bien menée pour répondre à cette question. Eh bien, c'est très triste parce que c'est passionnant ce soir, mais nous arrivons déjà à la fin de cette rencontre Épique Époque. Donc je pense qu'on peut encore une fois applaudir les intervenants de ce soir qui ont rempli leur mission pour répondre à cette question. Merci encore au Jardin des Sciences, à l'équipe du Planétarium, à la région, à RCF Alsace, à Hélène Bléau pour son dessin, et à vous, très cher public et chers auditeurs et auditrices qui écouteront la rencontre en podcast, de participer à Épique Époque. Épique Époque, ça revient, ne vous inquiétez pas. Donc la prochaine rencontre aura lieu le 3 avril et la question que nous nous poserons sera: algorithme, contenu ciblé, y êtes-vous sensible ? C'est encore un sujet d'actualité, donc rendez-vous le mois prochain pour cette émission. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.